Donc voilà, donc on se trouve à la réserve de la Fontaine-Bleue. C'est une réserve éducative. C'est aussi une zone humide d'intérêt biologique, une ZHIB. Donc c'est une zone classée aussi. Et elle est composée de quoi? De mares, de haies, de prairies fleuries, plein de petits biotopes différents. Ça aussi un petit peu sa richesse. Donc, pour les pollinisateurs, ce qui est vraiment intéressant dans cette réserve, ce sont nos prairies fleuries. Donc, il y en a de plusieurs types. Il y a des prairies qu'on a un peu ensemencées avec des mélanges mellifères qui attireront donc toutes sortes de pollinisateurs. Mais on a aussi des prairies qu'on laisse sauvages. Et après, on a de la pulicaire, on a des plantes plus peut-être du milieu aquatique, on a plein de choses différentes qui poussent, qui vont attirer donc toutes des espèces aussi différentes avec une biodiversité donc qui est vraiment intéressante. On a aussi tout un réseau de haies, notamment beaucoup d'aubépines, qui, lorsqu'il y a la floraison de l'aubépine, eh bien, alors là, on voit que ça bourdonne dans tous les sens, les saules, enfin bref, c'est vraiment un endroit très intéressant pour les pollinisateurs. Donc ici où on se trouve au local pédagogique de la Hulotte, c'est un centre nature, carrément, une classe scientifique qui se trouve à 500 mètres du centre-ville, donc qui est accessible même à pied pour toutes les écoles moucronoises. Et donc, on y effectue de la sensibilisation. Donc, plein de sujets différents, dont des animations, par exemple, sur des abeilles. Pas que l'abeille mellifère, parce qu'on a un rucher ici, mais aussi toutes les abeilles sauvages, où on parle un petit peu des abeilles terricoles, des abeilles... enfin, vraiment de tout, quoi. On parle... si c'est des enfants, on va peut-être pas rentrer non plus trop dans le détail d'andrènes, de mégachilles, des choses comme ça, mais on essaie vraiment, avec ce public scolaire, de sensibiliser au respect de ces animaux et surtout à la connaissance, parce qu'au plus on connaît ces animaux, au mieux on arrivera à protéger tel ou tel espace ou à aménager tel ou tel endroit pour justement avoir une biodiversité, une diversité de pollinisateurs la plus grande possible. C'est un endroit qui est quand même relativement bien connu des Moucronois. D'ailleurs, on a un sentier nature, donc une boucle qui fait même 3 km, où on peut découvrir la nature, pas que les pollinisateurs, mais aussi les oiseaux, les arbres, d'autres insectes comme des libellules. Il y a tous des panneaux d'information tout au long du sentier, et la balade est vraiment agréable, hein. C'est très prisé. Alors le mode de gestion ici est très simple, c'est qu'on entretient quand c'est nécessaire. Donc par exemple les fauches, c'est à la fin de la saison, quand tout est terminé, donc style octobre, novembre, là on va faire les fauches des prairies fleuries. Les tailles, on ne les effectue plus lorsqu'il y a la nidification par exemple. Donc tout est pensé au respect de la nature ici. Donc ici, on se trouve dans une argilière encore en exploitation, et c'est un site vraiment extraordinaire pour tout ce qui est pollinisateur, donc tout ce qui est abeilles sauvages. On a déjà fait pas mal d'inventaires ici, on a trouvé vraiment des chouettes espèces, vraiment au niveau wallon, c'est vraiment intéressant, des espèces qui creusent carrément dans l'argile et qui vont s'y reproduire. C'est aussi une zone que nous, on aimerait bien reprendre après l'exploitation, pour en faire justement une zone naturelle où justement toute la biodiversité, on pourra venir l'observer des quatre coins de la région. Il n'y a pas que ça, on a tout le bord aussi de l'argilière qu'on a déjà récupéré et on a déjà fait pas mal de plantations, des haies avec plein de fleurs. Donc pour les mellifères, là on est encore... pour les insectes mellifères, on est encore très très bien. Et on a aussi planté des bandes de pré-fleuris. On a semé du pré-fleuri, encore une fois avec des espèces qui vont attirer tous les insectes qu'on apprécie, quoi. Voilà. On se trouve ici au Pont Blanc, donc c'est en fait une ancienne friche urbaine avec du ballast, un vieux truc de la SNCB qu'on a remis au goût du jour et qu'on a transformé avec de l'éco-pâturage. Et en fait, ça fonctionne comme une prairie calcaire, donc très attractif pour les insectes. On retrouve en fait des insectes spécifiques à ce genre de milieu. Et on a créé alors une zone, comme d'habitude, pour éduquer les gens, les enfants, en amenant un conteneur autonome pour justement venir avec des classes et les éduquer sur les insectes qu'on retrouve dans ce type de milieu.
Mais donc de manière globale, de toute façon, au niveau de la gestion de la commune, on essaie justement d'appliquer les modes de gestion pour attirer les insectes, que ce soit avec les bacs à fleurs où on travaille ça avec Ecoal, ou dans des zones comme celle-ci où les friches à gauche et à droite pour les mettre en valeur en faveur de la biodiversité, du potager, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va un petit peu voir toutes les actions de la ville de Moucron en faveur des pollinisateurs. On va aller un petit peu plus en profondeur dans la réserve éducative du Pont Blanc. On en a déjà parlé un petit peu dans la vidéo, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va voir aussi tout ce qui est frein, point de vue communal, dans justement toutes nos actions, les facilités, les impacts. Est-ce qu'on peut voir vraiment déjà des impacts au niveau des pollinisateurs? Quelques chiffres, on va un petit peu voir s'il y a des pollinisateurs à Moucron, s'il y en a de plus en plus ou de moins en moins. Et on terminera par l'accueil du citoyen. Arnaud l'a dit, c'est très important, la sensibilisation. On va un peu détailler tout ce que l'on fait pour le citoyen en faveur des pollinisateurs. Et après une petite conclusion assez brève. Voici le programme. Donc, les actions en faveur des pollinisateurs. Bien en aménagement, on a plusieurs réserves. Nous, on s'est dit, on a des zones qui sont très attractives. Il faut les préserver justement pour qu'on ait une biodiversité la plus importante et donc aussi des pollinisateurs. On a la réserve du Pont Blanc, qui est notre réserve classée Entomo, donc pour les insectes. J'y reviendrai plus tard. On a d'autres sites importants comme le site de la Fontaine Bleue et le site de l'Argilière. J'y reviendrai aussi un petit peu après concernant tous ces aménagements et surtout les spécificités de ces trois zones. Si on vient directement à la Hulotte, donc le site pédagogique, là c'est vraiment notre zone de sensibilisation pour les pollinisateurs par excellence. On a un rucher, on a des hôtels à insectes géants qui servent vraiment de départ dans le monde des pollinisateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une classe arrive, donc elles peuvent réserver toutes sortes d'activités. Et dans ces activités, il y a notamment des activités sur la découverte des abeilles. Attention, pas que des abeilles mellifères, bien sûr, hein, comme on l'a dit, il y a énormément d'autres abeilles sauvages et c'est surtout là-dessus qu'on va se baser. On va aller avec les enfants chercher qui sont ces petits insectes pollinisateurs. Donc, ils vont devoir aller les attraper, regarder si c'est vraiment un hyménoptère, un diptère. Ensuite, on partira voir une ruche. On partira voir l'hôtel à insectes, mais aussi toutes les petites colonies d'abeilles terricoles qui sont vraiment autour du local pédagogique de la Hulotte. Et ça, pour l'instant, on ne fait que ça. On a des thèmes, hein, vous doutez bien qu'on ne va pas faire ça en hiver. Donc maintenant, on est vraiment axé découverte des abeilles. Ça, c'est important. Alors le site de la Hulotte, encore une fois, c'est idéal. On a énormément de saules, d'aubépines, donc c'est vraiment pas compliqué, des pré-fleuris avec des essences indigènes. Et donc, c'est vraiment pas difficile d'en trouver. Et il y en a vraiment une diversité assez étonnante, même. Quand on commence à mettre le nez dedans, eh bien, on est assez étonné de voir tout ce qu'on peut trouver. Ça, c'est pour l'aspect sensibilisation. Gestion des espaces verts, eh bien, on va essayer d'avoir la meilleure gestion possible. On est en contact, la cellule environnement, avec les espaces verts et on a élaboré un plan de gestion différencié afin justement que toutes les actions de l'équipe des espaces verts ne soient pas néfastes pour les pollinisateurs ou d'autres insectes, mais aussi on plante des espèces de chez nous, qu'on ne fauche pas quand c'est pas nécessaire. Donc tout ça est relativement pensé dans un plan de gestion différenciée. On y arrive au fauchage tardif, bien sûr. On ne peut pas tout laisser en fauchage tardif, vous le savez.
On doit limiter certaines zones, certaines zones où il n'y a pas de danger. Mais ça aussi, c'est vraiment une chose très importante à notre vue, c'est que on ne doit pas faucher quand c'est pas utile. Des prés fleuris, des parterres de pollinisateurs, ça c'est aussi ce qu'on fait. Et là, c'est plus dans le cadre du PCDN. Le PCDN nous permet d'avoir donc les subsides, vous le savez aussi, pour justement entamer des actions citoyennes de prés fleuris, de parterres de pollinisateurs. Et ça aussi, c'est fait en collaboration avec les espaces verts, donc sur les espaces communaux. On a aussi lancé toute une flopée de potagers bio. Ça veut dire qu'on met des parcelles non utilisées communales à disposition des citoyens, sauf qu'ils doivent utiliser la parcelle de manière responsable et aussi naturelle. Pas de produits, ça c'est important. Mettre des fleurs, mettre des arbres fruitiers, tout ça c'est dans le contrat. Cimetière vert, on a aussi une volonté de déminéraliser un peu les cimetières et aussi de faire venir vraiment cette verdure naturelle, donc des prés fleuris encore une fois, des haies, tout ça qui va être favorable à nos pollinisateurs. Si maintenant on continue, on va arriver à la petite histoire de la réserve entomologique du Pont Blanc. Vous allez dire, tiens, un Moucron, une réserve entomologique, mais c'est incroyable, il y a rien normalement à Moucron, on n'a pas de forêt, on n'a pas de rivière, et bien pourtant on a des petites zones qui ne sont pas gigantesques, mais par leur spécificité, qu'on s'attache vraiment à préserver et à conserver et à gérer surtout de la meilleure manière qu'il soit. Donc, le Pont Blanc, c'est une zone qui se situe juste à côté d'un chemin de fer. Donc, c'était une ancienne zone de stockage de la SNCB. Le sol est couvert de ballast, donc vous savez, cette petite poussière noire, et c'est ce qui en fait sa spécificité. Ça veut dire que le sol est thermophile, donc dès qu'il fait chaud, alors là, on est presque dans une pelouse calcaire, hein, et donc tout ça va attirer des plantes très particulières, surtout pour notre région, en tout cas pour la région du Moucronoise Tournaisie, mais aussi, vu qu'il y a des plantes particulières, on va arriver avec des insectes particuliers, avec des pollinisateurs particuliers, avec toujours des surprises. Et donc, c'est un paradis d'insectes. On fait énormément d'inventaires et on retrouve chaque année des choses extraordinaires. Depuis 2020, cette zone est même classée, donc zone de grand intérêt biologique. Donc il y a des gens de la région qui sont venus, qui ont constaté également que cette zone était vraiment de un particulière et de deux intéressante. Et on y a placé aussi, vous savez que nous on aime bien toujours faire de la sensibilisation, un local pédagogique autonome. C'est en fait un conteneur marin, là vous voyez les grands conteneurs, qu'on a tout réaménagé, tout réadapté pour qu'il soit de un autonome. Donc on a des panneaux solaires, on a bien sûr Internet et des choses comme ça. On a tout en bois à l'intérieur avec du matériel pédagogique. Et aussi, c'est aussi quelque chose de complètement autonome. Ça veut dire que le jour où on décide de le bouger, eh bien, il n'y aura aucun impact sur le milieu. Ça, c'est aussi important. Et donc, dans cette zone, on y fait des animations scolaires gratuites. Nous, toutes nos animations, on a la chance de pouvoir les faire gratuitement. C'est assez particulier, mais ça se passe comme ça. Et donc, les enfants viennent découvrir des papillons, des abeilles, bref, tout ce qu'ils veulent dans la zone. Bon, cette année est un petit peu particulière. Il fait très froid, la végétation est en retard, donc on a un petit peu du mal à voir des fleurs, mais bon, on y arrive quand même. Donc, comment on y est arrivé à faire une zone comme ça de
de grand intérêt biologique, eh bien, au début, on a défriché. C'était une zone où les arbres avaient envahi un petit peu la moitié de la parcelle. Et une fois le défrichage fait, on a placé des moutons de Soé pendant 2 années, le temps qu'ils nettoient vraiment complètement la zone. Et maintenant, on a de belles prairies. On fauche en fin de saison, donc ça veut dire généralement c'est début novembre, et on exporte. Parce qu'il faut que ces prairies restent les plus pauvres possibles pour garder leur spécificité. Voilà. Et donc depuis 2020, on a de retour plein d'insectes avec nos animations, on arrive à les faire découvrir au public. Donc voilà, on a plein de choses. Regardez un petit peu le papillon, là, le petit nacré, chez nous, ça c'est vraiment, on ne sait jamais qu'on allait un jour voir du petit nacré. On l'a vu qu'à une reprise, mais c'est quand même assez incroyable d'avoir des espèces comme ça sur Moucron. Donc la gestion écologique, j'en ai déjà un peu parlé, hein. On taille quand il faut et on fauche quand il faut, jamais plus. On laisse toujours un chemin, vu qu'on a des animations, mais il faut quand même tracer un chemin. Mais outre ce chemin, il n'y a rien qui est entretenu. Et ce qui est intéressant, c'est comme la zone regorge de petites spécialités, il y en a souvent des entomologues qui arrivent et qui viennent voir, comme vous allez dire, tiens, c'est peut-être pas un pollinisateur, ce criquet aigue marine, mais c'est une espèce extrêmement rare au niveau belge. On a le criquet à aile bleue aussi qui est sur la zone. On a pas mal de papillons de jour, de papillons de nuit, d'abeilles, tout ce qu'il faut, quoi. Et donc ça attire pas mal d'entomologues et ils nous font des retours très réguliers sur leurs observations. Ils enquêtent notamment sur le portail observation.be et on peut donc agrémenter notre base de données grâce à leurs connaissances. Vous l'avez vu dans la vidéo, on a d'autres sites aussi importants. La ZHIB, la réserve éducative de la Fontaine-Bleue, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas trop m'attarder. Par contre, l'argilière du Sterreberg, c'est notre deuxième petit joyau, on va dire, pour les pollinisateurs. Une argilière, donc, on creuse, il y a des parois relativement nues d'argile, et ça, c'est le bonheur des abeilles terricoles. Et là aussi, beaucoup d'entomologues qui viennent passer un peu de temps pour découvrir ce qui vole sur cette zone, notamment nos collègues flamands qui adorent venir là parce qu'ils disent que c'est vraiment une zone très très intéressante. Et s'ils peuvent creuser, si les insectes peuvent creuser leur galerie dans cette zone, vous avez vu que sur la photo de gauche, on a aménagé tous les abords avec, encore une fois, cette gestion naturelle. On avait commencé il y a quelques années par un pré fleuri avec des espèces indigènes où on trace une route au milieu. On a planté des arbres de chaque côté et donc ça fait là aussi un bon milieu. Nos abeilles peuvent nidifier ou dans l'argilière et venir après se nourrir le long de ces chemins. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très appréciable et surtout très riche pour nous. Donc, les deux milieux qu'on a, on les a vraiment préservés et essayé de les développer de telle manière qu'on a la plus grande biodiversité possible. Ça, c'est important. Conservation et aussi aménagement. La réserve éducative de la Fontaine-Bleue, je l'ai dit, on a des haies, des mares, des choses comme ça. Et là aussi, c'est pas mal. Bien sûr, il y a des freins, hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on a parfois des petits problèmes à prendre en compte. Par exemple, la sécurité, on parlait du fauchage tardif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones où on doit quand même faucher le long des routes en vue d'empêcher des accidents de mauvaise visibilité qu'on pourrait nous reprocher. Donc ça aussi, c'est tout à prendre en compte, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, notamment en fauchage tardif. Les pratiques anciennes qui ont la vie dure chez nous, que ce soit dans les jardins, on ne parle pas de ce milieu qui regorge aussi d'insectes pollinisateurs. Et bien dans les jardins, les gens aiment bien encore dire tiens, moi j'aime bien avoir mon beau gazon, je vais mettre un petit coup de sélectif pour essayer d'avoir le plus beau gazon vert anglais possible.
Nous, bien sûr, on n'encourage pas ça. Vous devriez voir chez moi, par exemple, c'est pas la jungle, mais c'est vraiment plein de fleurs. Il y a des pâquerettes, il y a des pissenlits, il y a des choses comme ça qu'on essaie quand même de maîtriser un petit peu, parce qu'encore une fois, parfois le voisinage, c'est un petit peu compliqué. Mais une autre pratique ancienne, c'est aussi dans les champs, les fermiers qui utilisent encore beaucoup de produits et qui parfois pulvérisent soit des bandes enherbées, des bandes fleuries ou des choses comme ça, sans peut-être le vouloir, sans peut-être en ayant conscience de la conséquence de leurs actes. Mais ça, c'est encore quelque chose à prendre en compte aussi. Des contraintes politiques, on a vu tout à l'heure, par exemple, l'argilière. Nous, on aimerait bien sûr, la cellule environnement, récupérer cet endroit et en faire une mini-réserve naturelle, un petit peu à l'image de ce qui se fait à Ploegstert, n'est-ce pas, Tiffany, pardon. Donc, on aimerait bien réaffecter ce site complètement à la nature. Les politiques ont peut-être une autre vue en disant, tiens, la nature, c'est pas très porteur, on va peut-être faire plus une base nautique ou un centre de loisirs. Ça, on peut pas aller contre, on peut toujours nous donner un avis. Après, c'est parfois plus compliqué qu'on ne le pense. Voisinage, on l'a dit, si on laisse sa pelouse un petit peu sauvage, il y a peut-être ou alors le bord de la réserve naturelle un petit peu sauvage aussi. Il y a peut-être le voisin qui va dire attention, il y a vos graines de pissenlit vont chez moi, vos graines de chardon, de cirse vont chez moi, vous ne pourriez pas faire quelque chose. Là, il faut trouver le bon terrain. Et après, dernier petit point pour les freins, la météo, changement climatique. Eh bien, il faut revoir peut-être les espèces qu'on plante. On va plus planter, notamment ici, on a arrêté de planter des hêtres et des choses comme ça. On va essayer de planter plus des choses résistantes à la chaleur, tout ce qui est fleurs ou arbres. On va essayer, on commence en tout cas à réfléchir à changer nos espèces quant à la plantation. Heureusement, il y a des facilités. Eh bien, commune zéro phyto, grâce à Adalia, merci Adalia. C'est bien passé. Ça n'a pas été toujours facile avec, comme on disait, les anciennes mesures en place, en vigueur. Ils ont dû changer leur mode de travail et cette façon d'apporter la gestion différenciée en disant, mais tiens, regardez, cette zone-là, on ne va peut-être pas la faucher souvent, ça va vous économiser du travail. Eh bien, ça, c'est bien passé. Donc ça a été un point très positif, le zéro phyto. Nous, on est encore relativement libre dans la gestion de nos espaces verts. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de personnes qui nous disent attention, ça doit être vraiment hyper propre, on peut encore faire entre guillemets ce qu'on veut. Et nous, en tout cas, notre philosophie, c'est de faire tout pour que ce soit ouvert pour la biodiversité. On a différents outils, on a déjà cité Plan Maya, PCDN, tout ça, ces actions citoyennes. On essaie d'intégrer bien sûr tout ce qui est avantage aux pollinisateurs et sensibilisation dans ces dossiers. Éducation à la nature, je vous l'ai dit, on fait environ à la Fontainebleau près de 160 animations par an et au Pont Blanc réuni, donc c'est quand même énorme. On touche environ 3-4 000 enfants chaque année. Ça, je pense que c'est l'avenir, que si on connaît, eh bien, on va mieux protéger ou alors aménager d'une manière, comme le disait l'intervenant Arnaud, non, je sais plus comment il dit, Maxime, voilà. Au plus on connaît, on va savoir comment vivent ces différents pollinisateurs et on va pouvoir alors mieux les conserver. Et à Moucron, c'est assez bizarre. On n'a pas de grandes réserves naturelles, on n'a pas d'énormes richesses, mais la pression naturaliste est vraiment énorme. Je vous ai parlé du portail observation.be. Figurez-vous que rien que sur la région de Moucron, il y a déjà eu plus de 108 000 observations encodées. Ce qui nous montre un aperçu relativement complet
de la biodiversité chez nous. Et pour nous, acteurs de terrain, on peut alors utiliser ça pour ensuite faire des aménagements ou de la conservation. On a eu Sapol, on en a parlé aussi tout à l'heure. Le projet est venu aussi sur Moucron, où ils ont fait de la sensibilisation, des relevés, tout ça. Quand on voit toutes ces facilités, eh bien tout ça c'est vraiment du bonus pour nos pollinisateurs. Alors vous allez me dire, il y a des impacts. Est-ce qu'on voit vraiment des chiffres, des courbes qui s'envolent grâce aux actions qu'on a fait? Eh bien, c'est difficile de dresser un canevas complet des pollinisateurs sur Moucron, mais en tout cas, on pense qu'avec nos actions de conservation qu'on a entrepris, il n'y a pas eu de chute, ou en tout cas, on voit encore de chaque année des espèces apparaître. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les relevés entomaux, je vous dis, c'est très important de connaître ce qu'on a sur notre terrain. Et ça aussi, on encourage tous nos observateurs à aller sur observation.be. Et aussi, on a quelques espèces cibles, dont notamment l'antennapate jaune. C'est facile, même sur photo, on peut l'identifier. Et donc, nous, a posteriori, alors on peut dresser des petits endroits où justement il y en a, où il n'y en a pas, où on doit aller faire plus d'actions sur le terrain. On va regarder un petit peu maintenant ce qui se passe. Regardez. Ce qu'on a déjà repéré sur Moucron, c'est 66 espèces d'abeilles sauvages. Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'était Maxime qui disait qu'il y avait environ 400 espèces. On en est à environ un sixième. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal quand même, parce que c'est pas si facile que ça à identifier, c'est pas si facile que ça à rechercher, ça nécessite beaucoup de temps. Mais regardez, on a déjà des noms un petit peu particuliers, des nomades, des mégachilles, des collègues, des anthophores, des asiogloss. Tout ça maintenant, pour pas mal d'observateurs à Moucron, ça fait partie de leur quotidien et ils recherchent. Et quand ils ont, tiens, c'est un truc bizarre, je n'ai pas encore vu, paf, on fait des photos, on regarde, on envoie des spécialistes, on appelle des spécialistes de venir voir, tu dis, tiens, j'ai une drôle de colonie là, tu peux une fois venir contrôler. Et comme ça, on avance. Quelques exemples, c'est tellement beau ces petites abeilles. Vous avez vu, j'ai ciblé sur les abeilles sauvages, j'aurais pu cibler sur les papillons, sur les cirques, comme le disait Maxime tout à l'heure. Pour idée en papillons, par exemple, on est à 35 espèces de papillons sur Moucron et de jour et 850 espèces de papillons de nuit. Imaginez la différence. Il y a peu de gens qui savent que c'est vraiment le jour et la nuit, c'est le cas de le dire, avec les papillons, les populations de papillons, des aliques, des anthophores, dasypodes, mégachilles, tout ça, on retrouve quand on cherche, voilà, avec des choses peut-être un peu plus même particulières. Le dasypode à culotte, c'est une bonne espèce au niveau wallon notamment. Alors, j'ai fait un petit graphique pour voir un petit peu s'il y avait des nouvelles espèces qui arrivaient chaque année. Regardez un petit peu ce graphique par rapport aux encodages qui ont été faits sur observation.de. C'est des nouvelles espèces d'abeilles sauvages qu'on aperçoit chaque année. On a en 2009 et en 2010, mais là, ça a été le début de nos encodages. Et donc, tout de suite, on s'est envolé un petit peu dans les espèces. Et puis, on a eu un petit calme, on va dire, jusque 2016, 2017 et après 2018. Ben, c'est là où on a mis le paquet, en fait. On a mis le paquet pour essayer de savoir ce qui se trouve sur notre territoire. 2018, on a même organisé un événement qui s'appelait 1000 espèces. Et donc, on a eu des spécialistes, notamment des spécialistes en insectes, donc des entomologues, qui sont venus chercher tout ce qu'on avait à la Fontainebleau et à l'Argilière. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir, de dire, tiens, mais il y a quand même des choses vraiment intéressantes sur notre territoire. Et d'année en année, regardez, on continue à avoir des espèces supplémentaires qui agrémentent notre base de données. Espèces cibles, là on en est au début, vous voyez, Andrène, on peut dire tiens qu'elle apparaît souvent à partir du mois de mars-avril. Il y a encore des individus au mois de juillet. Tout ça, c'est pour améliorer les connaissances. Et l'accueil du citoyen, eh bien, on fait beaucoup de brochures à la cellule environnement sur, par exemple, jardin d'insectes. Comment accueillir les insectes dans votre jardin? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le jardin pour essayer d'avoir le plus de petites bêtes possible? Tout ça dans la brochure. Relais des enfants.
j'en ai parlé. On est à plein d'animations. On est connu maintenant dans le Moucron comme c'est pas possible. Des distributions lors des arbres. On distribue souvent des graines mellifères de plantes mellifères pour justement essayer que les gens dans leur jardin fassent aussi une action pour nos abeilles. Et on gère aussi à la cellule environnement les apiculteurs. Donc on essaie d'organiser une fois par trimestre ce qu'on appelle un bar apicole, en un mot apicole. Lors de ce bar apicole, on discute d'apiculture, mais aussi des abeilles sauvages, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de nos petites subsides, des choses comme ça, pour améliorer les abeilles sauvages. Donc c'est pas que de l'abeille mellifère. Voilà. Ici, par exemple, on va essayer de dresser prochainement un calendrier des plantes mellifères intéressantes. Ça peut tout être intéressant pour après le citoyen dire tiens, on va planter telle ou telle plante pour avoir du pollen toute l'année. En conclusion, eh bien l'insecte c'est vraiment un bon prétexte pour éduquer et amener la nature en ville. Donc il faut pas avoir une énorme réserve naturelle, il faut pas avoir des connaissances extraordinaires. Mais si on va vraiment à notre niveau, au niveau communal, eh bien, il y a moyen vraiment de toucher un public fantastique, les jeunes, mais aussi les plus grands, je suis d'accord avec vous. Mais l'insecte est vraiment un bon prétexte pour commencer cette éducation et découvrir alors leur monde passionnant. Voilà, je vous remercie.